Bienvenue à tous dans cette nouvelle interview, ce nouveau témoignage de Femmes de Lumière où aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude d'accueillir Odile parmi nous. Odile qui vient témoigner de son parcours suite à l'annonce d'un cancer du sein. Comment ça s'est passé pour elle? Qu'est-ce qu'elle a réussi à en faire? Comment ça a été un point de départ et non pas seulement une fin en soi? Merci beaucoup Odile d'être là, ça me touche vraiment beaucoup que voilà, tu oses parler de cette maladie que l'on connaît tous, qui nous touche plus ou moins toutes de près ou de loin et qui reste encore un petit peu tabou par rapport à voilà, comment ça peut se passer, euh, comment on arrive à s'en sortir, quel choix on peut faire aussi pour nous quand il y a ce coup de projecteur qui est mis sur notre féminité, sur notre relation à notre corps et puis aussi notre relation à notre vie. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Merci Anne-Claire pour ton invitation. C'est toujours j'allais dire un plaisir, mais c'est vrai que c'est un plaisir pour moi en fait de partager cette expérience de ma vie, ce passage de ma vie, parce que j'ai appris avec le temps que ça pouvait aider beaucoup de monde par effet de résonance. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai à cœur de transmettre un maximum moi ce que j'ai vécu. Voilà, même si on a toutes, chacune notre manière de réagir face à ça et de vivre cette expérience-là. Mais voilà, c'est important pour moi maintenant de pouvoir partager ça avec le plus de monde possible. Donc, merci à toi de me donner la parole. Merci à toi, ouais, d'oser, parce que comme on le disait, aujourd'hui, le cancer du sein, c'est un cancer qui est de plus en plus appréhendé. Je veux pas dire maîtrisé, parce que voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire et qui se font au quotidien dans la médecine. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Il y a beaucoup de personnalités qui osent se mettre aussi en avant par rapport à ce qu'elles traversent quand elles sont atteintes de ce cancer du sein. Et c'est très bien, parce que c'est important qu'on en parle. Et c'est important aussi de dire qu'on s'en sort. Parce que c'est vrai que, comme on le disait juste avant cette interview, pour beaucoup de personnes, et pour certains c'est une réalité, mais quand on parle du mot cancer, c'est comme si c'était égal, je vais mourir, assurément. Et comme si c'était forcément des choses très lourdes, comme des opérations, comme des chimiothérapies, comme une médication, mais une présence médicale très lourde. Alors pour certains, c'est vrai, c'est une réalité et il ne faut pas le nier. Pour d'autres, ça peut être justement l'ouverture sur autre chose, sur d'autres choix, sur voilà, le fait de s'écouter et le fait de comment finalement je me réconcilie quelque part aussi avec moi-même et je renoue avec ce corps que parfois j'ai un petit peu délaissé. Comment ça s'est passé justement pour toi à partir du moment où tu as eu cette annonce, ce diagnostic du cancer du sein et puis tout ce qu'il en a découlé derrière? Pour te dire, quand c'est arrivé ça, cette annonce-là, j'étais particulièrement heureuse dans ma vie. C'était vraiment une période où je me disais ça y est, enfin j'ai trouvé cet équilibre que je recherche tant entre justement ma vie de famille et ma vie professionnelle. C'était en 2019, donc c'est assez récent quand même. C'était le 10 mai 2019 que le diagnostic est tombé. C'est ça, c'est une date que tu n'oublies jamais, qui reste gravée. Et donc, j'avais 2019, je calcule, j'avais 45 ans. Voilà, donc c'est relativement jeune quand même. Et donc j'étais heureuse, j'avais déjà mis en place plein de choses dans ma vie et au niveau professionnel et familial, c'était vraiment la période parfaite pour moi. Et en plus, j'avais pas d'antécédents familiaux, j'avais une vie plutôt saine, je faisais très attention à mon alimentation, j'avais vraiment, enfin voilà, j'ai jamais fumé de ma vie, je bois pas non plus, je n'ai pas, pas de dépendance particulière, donc il n'y avait vraiment aucune raison que ça tombe. Après, voilà, j'ai senti une boule. Alors moi, j'ai eu la chance de la sentir, parce qu'elle était vraiment en haut là, de mon sein gauche. Et voilà, un jour, en m'habillant, j'ai senti une boule au sein.
Donc, voilà, bah, j'ai appelé tout de suite mon médecin traitant et puis, 1 mois après, j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour faire une échographie et une mammographie et là, bah, à l'échographie, il y a un truc qui est pas normal. Donc, le médecin te dit, il dit: «Bon, la cellule est pas normale, je peux pas vous dire que c'est un cancer, mais c'est pas normal». Et voilà, et tu ressors de l'échographie, avec un numéro de téléphone pour appeler un service, d'oncologie. On te demande qu'est-ce que tu vas choisir comme centre. Moi, c'était un centre à 1 heure et quart de chez moi, de route. Voilà, sincèrement, je lisais la conclusion du rapport, je comprenais rien du tout. Voilà. C'était marqué carcinome infiltrant, stade 3. Tu te dis: «Ouais, c'est grave, c'est pas grave, qu'est-ce qui va se passer?» Elle faisait déjà 2 centimètres. Voilà. En plus, j'avais passé un check-up complet, à la fin de l'année d'avant et là, tout était normal. Donc tu vois, ça déboule, tu te dis: «Mais d'où ça sort, quoi?» et heu et ouais. Ouais, complètement. Et c'est important, je trouve que tu parles de ce côté un peu soudain, puis peut-être ce sentiment un peu d'injustice. Alors sans faire de comparatif, un peu bizarre, mais quand on voit des personnes qui parfois, crament la vie un peu par tous les bouts et sont vraiment dans cette, Ouais, voilà, cette jouissance, un peu excessive parfois, et puis qu'en soi, alors par choix, hein, c'est OK, il y a vraiment pas de ouais, jugement, mais du coup, on accorde vraiment de la valeur à soi, on fait attention à soi, comme tu disais, une vie plutôt saine, et cetera. Et puis en relativement peu de temps, finalement, mmh, on découvre que tiens, voilà, tout il y a une bascule. anomalie quelque part, que notre corps se manifeste à nous comme ça. Et puis, c'est assez violent quand même, je trouve, comme annonce, parce que comme tu le dis, et encore une fois, je crache pas sur la médecine, mais je trouve les médecins assez maladroits dans cet accompagnement où, voilà, pour eux, il y a un diagnostic et puis c'est des choses qui se vérifient au fur et à mesure dans un espèce de protocole par lequel, on se doit de passer, pour être orienté, comme tu le disais, pour être traité, Ouais. pour, faire voilà. Mais pour soi, on a l'impression d'être un peu, une bouteille à la mer comme ça, ballottée, d'un service à un Mmh, autre, d'un mmh. numéro de téléphone à un autre, avec une étiquette et comme tu dis, un diagnostic auquel, pour nous, c'est complètement chinois. Comment justement, toi, avec ce défaut un peu d'accompagnement du côté, médical, tu as réussi à prendre les choses sans être dans une certaine panique, sans être Alors si, trop, en tu vois, fait, dans la peur? Comment tu en as fait, réussi à si, gérer ça? parce que là, je suis très sereine, là, quand je raconte ça, mais alors moi, j'ai eu la chance quand même, sincèrement, d'être bien pris en charge. Que ce soit au niveau de l'annonce, je pense que de toute façon, quand tu annonces un truc comme ça, il y a pas enfin, Oui, automatiquement, ça te garantie, tu fait vois? un coup, il y a c'est comme si, le ciel te tombait sur la tête, quoi. C'est comme si la terre, elle s'ouvrait. Tu peux pas enfin voilà, il y a un avant et un après, annonce. Mais j'ai eu vraiment la chance d'être vraiment très, très bien accompagnée là-dedans et d'avoir aussi des réponses à mes questions. Mais, c'est sûr que quand là, enfin voilà, je me souviens, je suis sortie, de là avec ce compte rendu dans les mains en me disant: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? J'y crois pas, je suis en train de rêver». Tu sais, c'est la peur, ultime que tu en plus, un cancer du sein, bah, ça touche à ton intimité, Bien à sûr. ta féminité. Je pense que la plus grande peur des femmes, c'est d'avoir un cancer du sein. Parce qu'on a tous aussi dans notre entourage, peut-être, connu quelqu'un qui a eu ça. On voit, des images de femmes, sans cheveux, amaigries, on pense à la mort et moi, c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit: «Waouh, mais tu vas pas voir vivre tes enfants, en fait». Au c'est une peur panique, quoi. C'est qui t'arrive quand c'est ça, hein et je pense qu'il y a voilà, on a toutes vécu ça. C'est comme si tu savais plus respirer, ça bloque là. Tu as le nœud qui est là. Moi, j'avais l'impression de vivre de l'effroi, c'est de la peur-terreur, en fait et j'avais même l'impression que ça pouvait se lire sur mon visage tellement j'étais c'est de l'effroi, quoi, à l'état pur. Et ça, cet état-là, ça m'a duré, une grosse semaine, ouais, un bon 10 jours, quoi, que j'ai vécu comme ça tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que je pouvais plus respirer, que tout était bloqué, j'étais paralysée et jusqu'à un moment, en fait,
Donc, j'ai passé les coups de fil pour me faire prendre en charge quelque part. Ça a été long, j'ai l'impression que j'arrivais pas à avoir le service en plus parce que les services ils sont saturés dans les CHU et je me disais je vais mourir, je vais pas être pris en charge, qu'est-ce qui va se passer? En plus, quand c'est ça, tu sais pas si c'est généralisé, tu sais pas où ça en est, c'est l'inconnu complet hein, quand c'est ça. J'ai même été porter mon dossier médical directement dans le service. J'ai fait la route, une fois que j'ai eu quelqu'un au téléphone, je fais la route pour aller porter mon dossier, qu'il ne passe surtout pas par la poste. Pour moi, c'était important d'agir rapidement. Le fait de me mettre en action, j'avais l'impression de pouvoir faire quelque chose sur une situation que tu ne peux pas contrôler parce que tu as plein d'inconnus. Donc ça a été le premier truc que je pouvais faire. Et une fois que mon dossier médical a été mis dans les mains d'un service en qui j'avais pleinement confiance, puis que j'ai passé les premiers examens pour voir où ça en était, je me suis dit, mais non, mais tu peux pas continuer à vivre comme ça, là, dans la peur, là. Imagine, alors dans ma tête, c'était ça. Imagine qu'il te reste plus longtemps à vivre. Je dis, ça tombe, il me reste plus qu'1 an. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette année? Est-ce que j'ai envie de la vivre comme ça, dans la peur-terreur? Ou est-ce que j'ai envie d'en profiter? Et moi, j'ai 2 enfants qui avaient 12 ans et 16 ans, donc qui étaient quand même assez grands. Mais bon. Et je me suis dit, non, mais moi, j'ai envie de profiter de ce qui me reste à vivre. J'avais des projets qui étaient mis en route, j'avais envie de les réaliser, j'avais envie d'être heureuse et j'avais envie de montrer aussi à mes enfants que c'était possible de vivre malgré que tu as une maladie comme ça, c'était possible de trouver des solutions et d'être heureuse. Et moi, j'avais envie de passer cette période-là comme ça. Donc, ça a été mon leitmotiv tout du long. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté ce qu'on m'a dit. On m'a dit, puis je savais déjà parce que je travaillais, j'avais développé un blog sur le haut potentiel intellectuel, parce que j'ai un enfant qui est concerné. Et donc, j'avais écrit déjà beaucoup d'articles pour aider les familles à comprendre cette particularité-là, qui est le haut potentiel chez les enfants. Et donc, j'avais déjà des connaissances en neurosciences. J'avais aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui était épigénétique. Donc, je savais qu'on avait une responsabilité et qu'on pouvait agir sur notre corps, qu'on était sensible aussi à notre environnement. Il y avait toute la partie aussi émotionnelle, mentale qui était importante. Donc, je me suis dit, OK, les médecins, eux, ils vont faire leur boulot. Ils vont me proposer des traitements habituels. Donc, j'ai fait 5 mois de chimiothérapie, parce qu'il fallait enrayer tout de suite. Et comme moi, c'était un cancer triple négatif, j'avais qu'un marqueur de positif, mais pour lequel il n'existe pas encore de traitement. L'hormonothérapie, tout ça, ça ne marche pas pour moi. Et c'était chimiothérapie d'attaque tout de suite. Donc 5 mois, quand on vous dit 5 mois de chimiothérapie, je me suis dit, mais mon corps, il n'a jamais résisté. Comment on va me retrouver à la fin, je ne sais pas. Mais bref, 5 mois de chimiothérapie, opération, et après, rayon. On ne me l'a pas dit tout de suite, mais rayon derrière. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir mon corps physique qui tienne le coup? Comment je vais faire pour tenir moralement? Parce que le moral est important. Et là, il se trouve que dans ma vie, quelques mois avant, il y a plein de personnes qui étaient rentrées dans ma vie. Il y avait des coachs, je venais de rencontrer un préparateur physique et mental dans le sport de haut niveau. Voilà, j'avais des amies que je savais sur qui je pouvais compter, que je pouvais raconter ça sans qu'elles prennent peur. Donc, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait ça parce que j'avais plutôt tendance à travailler un peu toute seule, à pas trop demander de l'aide. J'avais beaucoup de mal à demander de l'aide et à accepter qu'on m'aide aussi. Mais voilà, j'avais plus le choix de toute façon. Donc, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé. Et toutes les personnes m'ont dit oui, tout de suite. Elles m'ont dit oui, c'est bon, j'accepte de te suivre là-dedans et de t'accompagner. Et ça, c'est important, ça. C'est vraiment aussi un des messages, c'est que j'avais ma petite équipe à côté de moi.
j'avais mon mari aussi qui a été d'un grand soutien, mes enfants. J'ai décidé d'être cash tout de suite et que ça plaise ou que ça plaise pas, ben, moi, je l'ai dit à tout le monde. En fait, j'ai annoncé à tout le monde dès le début ce qui m'arrivait. Je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit partout. Je faisais partie d'associations aussi. En plus, quand c'est arrivé, j'étais en plein préparatif d'un son et lumière. Je faisais partie d'une association et on était à 2, ouais, on était à 2 mois du spectacle. On jouait 5, on a joué 4 soirs, hein, un son et lumière, et j'avais 2 rôles principaux en plus. Et en plus, je m'occupais de l'organisation aussi, voilà, tout ce qui était billetterie et communication. Et donc là, ben, fallait que j'annonce à tout le monde ce qui allait m'arriver, parce que j'allais perdre mes cheveux aussi. Donc je ne savais pas si j'allais les perdre avant le spectacle ou pendant le spectacle ou après. Mais le timing était comme ça, exactement, quoi. Donc je ne pouvais pas ne pas le dire. J'étais obligée de le dire. Donc il a fallu aussi passer par cette étape très difficile d'annoncer aux gens que tu aimes que tu as un cancer. Et de pas prendre leur peine. Enfin, c'est ça aussi, l'annonce est difficile, hein, à ses proches. Donc, j'ai pas pu me cacher. J'étais obligée de l'annoncer. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même pour pas non plus, parce que comme je suis dans un petit village, qu'il y ait des trucs qui se disent et qu'on dise n'importe quoi. Donc, enfin, voilà, quoi. J'ai annoncé à tout le monde comme ça, sur 15 jours de temps, j'ai prévenu tout le monde. Et ça, bah, ça m'a beaucoup aidée aussi, ça, de pouvoir me montrer telle que j'étais et de ne pas avoir à cacher ma maladie, à vivre recluse. Voilà. C'est une partie de l'acceptation, ça, c'est ce que j'ai analysé plus tard. C'est tout ce travail d'accueil de la maladie, de ce qui nous arrive, et d'accepter, voilà, sans se sentir coupable de ce qui arrive, sans se sentir coupable de faire mal aux autres aussi, en parlant. Voilà, de réactiver des peurs chez les gens, que les peurs, c'est ce qui leur appartient et que ça ne m'appartient pas à moi, et que, ben, accepter qu'il y ait certaines personnes qui s'éloignent aussi parce que c'est trop pour elles, qu'elles ne sont pas en capacité de m'accueillir avec ce qui m'arrive et que c'est correct. Voilà. Les premiers pas là-dedans, tu vois, ça a été ça. Ouais, Ouais. je te remercie de partager ça parce que c'est vrai que c'est important de parler de tout ce côté aussi émotionnel, de tout ce qu'on n'arrive pas trop à gérer et que ben, on fait aussi de notre mieux comme on peut, comme on sent que c'est juste pour soi aussi. Et je voudrais Oui. vraiment insister là-dessus, sur le fait que où que vous en soyez dans votre démarche, si vous êtes touché personnellement, ou même si voilà, c'est une amie, quelqu'un de la famille ou quelque chose comme ça, de vous respecter là-dedans, dans ce qui est juste pour vous. Et comme tu le disais, c'est pas un truc de je vais faire du mal et de commencer à penser comment chacun va réagir, de commencer je pense que vous avez déjà suffisamment à gérer avec vous-même quand c'est comme ça. Ouais, c'est Et de ça. vraiment se dire, je peux avoir peut-être plusieurs propositions, je peux avoir plusieurs façons de faire, je peux décider d'être accompagnée ou pas. Je peux décider, comme tu le disais, voilà, d'annoncer les choses bah, de la meilleure façon dont je le sente et puis de voir ce qui se passe, comment chacun accueille ça, mais de rester vraiment en soi et de se dire, voilà, moi j'ai fait ce que je pensais être juste et bon pour moi. Maintenant, j'ai besoin de toute mon énergie et de tout mon courage pour avancer et puis pour me battre et puis pour y croire et puis pour décider aussi, on va en parler tout à l'heure, de Mmh. quel choix je fais pour moi. Donc, c'est vrai que la partie, on va dire visible de l'iceberg par rapport aux autres, par rapport à leurs propres émotions, comme tu disais, leurs propres peurs, tout ce que ça peut réveiller chez chacun, ne serait-ce que de prononcer ce mot cancer. Heu, Oui. voilà, je pense que c'est important d'arriver à se mettre en protection par rapport à ça et de se dire, d'aller chercher, je trouve ça super que tu aies vraiment eu ce réflexe-là, d'aller chercher de l'aide et de pas avoir honte et de pas, comme tu dis, se refermer sur soi parce que ça peut être la réaction de certaines personnes et encore une fois, il y a aucun Mmh. jugement, vous faites assurément comme vous le pouvez au moment où ça vous tombe complètement sur la tête, mais de se dire: «Voilà, comment je peux être actrice
comment, avec quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, qui me sort de où que ce soit, alors comme tu disais, en plus, toi, c'était une période heureuse de ta vie, voilà, je fais un petit peu comme je peux. Comment je peux réussir à reprendre la main sur le peu de choses sur lesquelles je peux encore l'avoir pour arriver à faire en sorte que je me sente, je me sente motrice, je me sente actrice et que je sois pas juste dans je subis ma maladie. Comment toi, tu as Ça. réussi à accueillir ça? Parce que c'est vrai que alors que ça soit, j'appelle ça un peu les maladies du féminin, que ça soit par rapport à nos ovaires, notre utérus, les trompes, notre poitrine, et cetera. C'est vrai que c'est tout un symbole aussi quelque part de féminité. C'est quelque chose avec lequel on a grandi depuis l'adolescence. C'est vraiment, voilà, ça fait partie intégrante de nous. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt la partie visible, si on peut dire ça. Mm. Comment toi, tu as vécu ce coup de projecteur justement mis sur ton corps, mis sur ta féminité, comme voilà l'appel en tout cas à te vraiment te réconcilier avec bah, peut-être cette partie de toi et puis tout ce que ça veut dire aussi peut-être pour toi dans ton histoire personnelle. Comment tu as appréhendé ça au-delà du fait de je suis malade? Bah, je te dirais qu'en fait, les premiers mots que j'ai dû dire à mon médecin, à mon chirurgien, c'est ben, moi, je suis prête à enlever ce sein et même s'il faut enlever les 2, on le fait. Et là, elle m'a dit: «Ouh là, mais on n'en est pas encore là. Ouh, on va faire ce qu'il faut pour conserver ces seins». Et d'ailleurs, c'est vrai que je pense jamais. En fait, je suis en rémission et j'ai toujours mes 2 seins et j'ai pas de séquelles, en fait. Voilà. Il y a, on a réussi à travers tout ce que j'ai fait à conserver. Alors, elle a fait un travail magnifique, mon chirurgien, vraiment, parce qu'elle elle a enlevé quand même une partie. On enlève la partie, hein, qui était touchée. Mais ça se voit pas et j'ai une toute petite cicatrice qui se voit pas. À la limite, on voit plus la cicatrice de mon de mon pack là, de mon de mon système, j'ai oublié son nom là, pour recevoir les traitements, que le sein qui est opéré. Mais en fait, à cette période-là, moi, j'ai jamais aimé mon corps, hein, et je me suis jamais sentie belle, physiquement, voilà. Hem Je me suis jamais sent j'ai toujours eu du mal avec cette image, moi, de moi, de la femme. D'ailleurs, dans ma vie professionnelle, moi, j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'étais entrepreneur aussi, avant ma maladie et j'ai toujours eu du mal avec ces codes féminins. Je me trouvais toujours un peu masculine, enfin, tu vois, porter des talons hauts, mettre des tailleurs, l'image de la femme, active, c'était pas moi, enfin, je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec ça et mon corps, j'ai toujours eu du mal avec mon corps, donc je m'en occupais pas vraiment de mon corps, en fait. J'y prêtais pas vraiment attention. Enfin, j'y prêtais attention parce que j'étais ouais, je mettais des crèmes, je passais je sais pas combien d'heures devant mon dressing, mais j'étais jamais satisfaite de l'image que je renvoyais. Il y avait toujours un décalage, voilà, ça. Donc quelque part, c'est pas un hasard non plus, hein, si c'est tombé, sur le sein et donc j'en étais là avec mon image quand le cancer du sein est arrivé et en fait, ce cancer, il m'a permis de renouer avec moi. Mais et après, plus tard, très récemment là, avec ma féminité que j'ai réacceptée là, il n'y a pas très longtemps. Mais voilà et en fait, ce qui m'a aidée là-dedans, dans ce cheminement, c'est que, moi, je suis quelqu'un d'assez authentique et quand, j'ai su que j'allais perdre mes cheveux et qu'est venue la question de: «Est-ce que tu vas porter une perruque ou pas?» Parce que voilà et ça arrive très vite, hein, parce que, voilà, moi, on m'a diagnostiqué le 10 mai. Je crois que j'ai su quel type de cancer c'était début juin et enfin bref, j'ai démarré mes traitements, début juillet.
Donc ça va très vite, hein. On n'a pas le temps de se retourner et les cheveux commencent à tomber 2 semaines après la première chimio. Donc c'est très rapide. Donc moi, dans ma tête, porter une perruque, je le sentais pas du tout. Je me voyais pas du tout avec une perruque. C'était, je sais pas, j'avais l'impression de mettre quelque chose qui m'appartenait pas, de jouer avec une image. Enfin, donc tout de suite, je me suis dit, moi, la perruque, on a bien essayé de me convaincre, mais non. Et puis j'en ai parlé avec mon mari et mes enfants. Je leur ai demandé si ça les dérangeait. Et eux m'ont dit, oh non. Mes enfants m'ont dit, oh, ça va être fun, tu vas être. Ouais, mais eux, ils sont beaucoup amusés avec ça. Ah, mais tu vas être. En plus, ils adorent les mangas et ils ont des. Voilà, dans leur héros, ils ont des héros qui sont chauves, tellement chauves, hein, et voilà, qui sont super sympas. Donc, eux, ça les a beaucoup amusés. Et je m'étais dit, je mettrais des foulards. Voilà. Donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec des foulards à nouer et tout. Et donc, j'ai coupé quand même mes cheveux parce qu'ils étaient mi-longs. J'ai coupé mes cheveux tout court avant. Je suis allée voilà, chez mon coiffeur et il m'a fait une super coupe court comme je suis maintenant, en fait. Seulement après, quand tu retrouves tes cheveux dans le bac de douche, douche après douche, matin après matin, ça fait quelque chose quand même, hein, parce que ça tombe, toi, tu fais ton shampoing et puis tu te retrouves avec des cheveux plein les mains et ça tombe et tu te dis où ça va s'arrêter. J'ai autant de cheveux sur la tête. C'est assez impressionnant. Là, c'est une partie quand même de toi qui meurt, hein. C'est drôle, hein, d'ailleurs, c'est encore assez émouvant. Donc, il y a toute cette étape-là qui a été difficile à passer quand même, hein. En fait, avant ce cancer, j'avais pris la décision de déscolariser mon fils, qui était en grande souffrance à l'école, parce que voilà, il est au potentiel. Il a toujours été en colère par rapport à ce qu'il vivait à l'école. Il ne comprenait pas en fait les codes sociaux, tout ça, ce qu'il était obligé de vivre avec une très grande sensibilité aux autres, un grand sentiment d'injustice. Et donc là, il était ouais, à 12 ans. Et là, il me parlait de suicide hein, quand même. Donc j'ai déscolarisé. C'était aller très loin. J'ai l'impression que j'avais perdu mon fils, hein, que j'arriverais plus à récupérer. Donc j'avais déscolarisé. Et quand j'ai commencé ma première chimio, on a eu le contrôle de l'assistante sociale, parce que quand c'est ça, vous avez des contrôles, hein, contrôle pédagogique. Et oui, d'ailleurs, j'ai fait aussi ça. Voilà, c'est tombé vraiment à cette période-là, entre la première chimio et la perte de mes cheveux. On a eu l'assistante sociale qui est passée à la maison. Et j'ai aussi eu le contrôle pédagogique avec l'inspecteur d'académie et tout ça. Et donc, je ne voulais pas qu'il soit au courant de ce qui m'arrivait, parce que j'avais peur que du coup, on juge que je ne serais pas capable peut-être d'accompagner mon fils à la maison, de l'instruire en famille. Et pour moi, c'était important de le garder avec moi. Il avait besoin de se reconstruire. Donc, je me souviens qu'avec ma fille, mes cheveux commençaient à tomber et tout. Le matin où l'assistante sociale venait à la maison, j'étais avec ma bombe de lac, de spray pour tout bien fixer. Ma fille m'époussetait ma robe pour que ça ne se voit pas trop, donner le change. Voilà. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, mon mari m'a rasé la tête le lendemain de cette visite-là. Et voilà. Et j'ai eu du mal, hein. C'est un passage. Le soir, j'ai pleuré toute la journée. J'étais mal comme tout. Et le soir, on est sortis au restaurant. J'ai mis un turban autour de ma tête et on est sortis tous les 4 et on a passé une soirée au restaurant. Voilà, en famille, avec mon mari et mes enfants. Et on a passé toutes ces étapes-là ensemble, en essayant d'y attacher quelque chose tu sais, un moment en fait, où on était bien ensemble pour marquer chaque étape.
Je me suis rendu compte après, ça s'est fait intuitivement. J'ai été au-delà de mes peurs pour vivre un moment voilà, où j'étais bien, même si à côté, on est passé un moment difficile. Voilà, et ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'accepter de me montrer nue, tête nue comme ça, il s'est passé un truc, c'est que quand je me suis regardée dans le miroir, comme ça, sans cheveux, après on perd aussi ses cils et ses sourcils, donc on est vraiment tout nu, en fait. Imberbe, comme ça, on n'a plus de poils, même sur le visage, parce qu'en fait, on a des poils sur le visage aussi, mais on n'a plus rien. Et quand je me regardais dans le miroir, c'est comme si je me voyais. Pour la première fois de ma vie, je me suis vue, tu sais, c'est comme si j'avais l'impression d'être, tu sais, je pense que quand les bébés qui se regardent dans le miroir, ils doivent se voir comme ça. J'avais l'impression de me voir, mais comme si je me voyais à l'intérieur de moi. Je me suis vue, en fait. Et c'est ça que ça m'a permis. Et c'est comme ça que je me suis réconciliée avec moi-même et qu'il y a eu tout ce chemin d'ouverture à moi qui est arrivé grâce à cette période-là, quoi. Grâce à ce cancer. Et c'est pour ça que je referai pas, je regrette pas du tout ce que j'ai vécu. Ça a été douloureux, mais peut-être que c'était ce que j'avais à dire pour enfin m'accepter moi et m'ouvrir sur plein d'autres choses et voilà. Et faire ce que je fais maintenant aujourd'hui, quoi, qui est purement moi. Voilà. C'est tellement beau ce que tu partages. Merci beaucoup de cette renaissance, tu vois, cette deuxième naissance, quand tu parles du bébé, C'est comme ça, en fait. C'est on se ça, voit ouais. dénué de tout final, de tout maquillage, de tout Tout artifice, ouais. superflu, et de voir cette essence, finalement, cette essence de qui on est comme ça, et d'être visible à ses propres yeux, vraiment dans sa pureté quelque part. Je trouve ça Ouais, vraiment c'est ça. magnifique. Et puis que tu aies eu cet accompagnement aussi de tes enfants, de ton mari, Ouais. de c'est marrant comme tu parles de tes enfants qui sont fans de manga, et c'est un peu comme si maman était devenue un super-héros, du coup, tout Oui, d'un coup. tu sais, il voulait me peindre la flèche, là, je sais plus, c'est alors moi, je retiens pas les noms, il voulait me tatouer qu'est-ce qu'on a pu, ouais, on a pu s'amuser avec ça. C'est beau de justement mettre du jeu, et que, bah voilà, pour eux, t'es restée maman, mais t'es restée maman, Mmh. voilà, puissance 10, parce qu'en plus, t'as cette force de se battre pour toi, bien sûr, mais de se battre pour eux, parce que bien sûr, quand on est maman, c'est, comme tu dis, nos enfants, on les a fait pour les voir grandir, pour les accompagner, Mmh. comme tu l'as fait Ouais. particulièrement avec ton fils, mais on a envie du meilleur pour eux, et quel beau modèle, si on peut dire ça comme ça, de leur montrer justement cette maman, bah, qui peut être vulnérable, qui peut être aussi dans Oui, ses émotions, dans ses ressentis, et qui peut avoir aussi cette force, cette flamme de vie, et ce courage de, bah ouais, il y a des fois, c'est un jour sans, mais, je suis là et c'est je ça. lâche pas, et je suis tellement fière de moi aussi. Et puis ton mari, la place aussi que tu lui as faite, parce que c'est vrai que les cheveux pour des femmes, voilà, je sais de quoi je parle, moi qui adore tellement mes cheveux longs. Et même si on est toujours en bagarre quelque part avec nos cheveux, qui se rebellent, qui sont soit trop fins, soit trop épais, soit trop bouclés, qui sont jamais comme on veut, il n'empêche qu'on est contente de les avoir. Et c'est vrai que pour une raison ou pour une autre, eh ben, quand ils tombent, et quand on les perd comme ça, et que comme tu le dis, c'est un deuil de soi quelque part, c'est pas évident, et que tu aies eu encore une fois, ce côté, je vais être actrice de ce qui se passe, et je vais pas juste les laisser tomber, tels qu'ils sont. Je vais déjà faire, une coupe plus courte, comme si en fait c'était un par palier, que toi ça te laisse le temps aussi, bah, d'accepter ce qui se passe, et puis que tu permettes à ton mari après de: «Allez, on enlève tout, je suis OK avec ça, Mmh. c'est le bon moment pour moi, et je préfère que voilà, ça soit toi qui le fasses, plutôt que Oui, de voir, comme c'était tu dis, important pour moi, oui. des Mmh. poignées où voilà, c'est assurément excessivement douloureux, et voilà, de se voir, comme tu dis, toute nue. Et c'est vrai que ça donne une image, je pense que ça permet vraiment de se redécouvrir, parce que c'est vrai que voilà, on a toute une relation différente à nos poils, à nos cheveux, et cetera, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. C'est ça. Et là, c'est Mmh. vraiment ce dénuement, de se dire: «Bah, voilà, maintenant je suis toute lisse, je suis comme ça, je suis moi», et du coup, comment j'arrive justement à réappréhender mon corps? Comment j'arrive à m'aimer? Comment j'arrive
à me toucher avec ma peau aussi qui a une texture différente. Ouais. Comment je me vois déjà, comment moi j'arrive à avoir mon propre regard et je trouve ça vraiment beau ce que tu partages. Je te remercie vraiment pour ça, pour cette, voilà, c'est cette nouvelle visibilité que je me donne, cette nouvelle importance aussi que je me donne dans ma vie et peut-être cette prise de conscience de la valeur de la vie qui, comme tu le dis, alors c'est vrai que toi, tu t'étais dit dès le départ, oh là là, mais du coup, s'il me reste que un an, comment je vais redonner du sens et du goût à ma vie et tout ça. Mais finalement, c'est pas que sur une histoire d'un an, parce qu'heureusement, c'est pas ce qu'on t'a annoncé, mais c'est sur comment je vais faire du reste de ma vie, la plus belle partie de ma vie. Et c'est vrai que c'est beau comme tu as ce truc-là par rapport à ton corps où tu dis comme voilà, une renaissance où tu redeviens bébé quelque part pour te réapproprier ce corps de femme. Mais c'est aussi comment là, je comprends la valeur de la vie, de tout ce que j'ai réussi jusqu'à présent, mais de tout ce que maintenant je vais vraiment me donner la possibilité d'être parce que c'est tellement important pour moi de faire des choses pour moi. Et justement, ça rejoint un petit peu aussi les choix que tu as faits. Alors, on en parlait tout à l'heure par rapport à ce qui peut être proposé sur le plan médical, de la chimiothérapie, des rayons, parfois une mastectomie, voire une double mastectomie, etc. De ce que l'on est en droit des fois d'accepter et de refuser, et que c'est un choix et que c'est tellement important aussi de s'écouter à ce niveau-là et de pas simplement subir une médecine, même si elle est là pour nous guérir à la base. Parfois, on peut avoir plus ou moins de réactions. Alors, je ne sais pas si ça a été ton cas, si tu as eu justement des, des choses particulières par rapport au traitement que tu as suivi. Est-ce que tu as eu des effets secondaires? Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que tu as pu justement faire tes choix en conscience par rapport à ce que tu es estimé être juste et bon pour toi dans justement tout ce processus de guérison dont tu as décidé d'être pleinement actrice? Comment ça s'est passé pour toi? Bah oui, c'est ça. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai pris conscience aussi très tôt que, les médecins, le CHU où j'étais suivie et l'équipe médicale allaient me proposer des choses et que moi, d'un autre côté, je pouvais faire d'autres choses. Les médecins, alors moi, j'ai eu la chance aussi qu'on me donne pas de statistiques, qu'on me dise pas, bah voilà, vous il y a autant de chances que ça il arrive ça ou ça. Là, pour le coup, voilà, j'ai été bien entourée et vraiment, ils ont été formidables, quoi. Tous les services où j'ai pu passer, c'est personnes magnifiques et j'étais bien entourée de ce côté-là. Mais ça reste, la médecine allopathique avec une approche où là, on décide en fait de tuer toutes les cellules de ton corps, hein. C'est un peu ça l'idée avec la chimiothérapie. On tue les cellules cancéreuses, mais on tue toutes les autres. Donc évidemment, ben, tu as des effets secondaires, et quand d'ailleurs tu lis la liste des effets secondaires, tu te dis: «Mais ouf, waouh, qu'est-ce qui va rester de moi?» Parce que voilà. Et du coup, moi, alors il y a un documentaire, ça, que je partage souvent, ça s'appelle, que j'ai eu l'occasion de voir, qui s'appelle «La Divine Matrice» et où on explique en fait le pouvoir de la pensée et des émotions sur notre corps physique. Alors c'est quelque chose qui m'est, tu vois, j'ai attaché, rapidement du sens à ce que je vivais et dans ma tête, c'est comme si on me donnait, l'occasion de vivre une nouvelle vie, une deuxième vie. Une vie où justement, j'aurais plus peur de me montrer telle que j'étais, où je pouvais parler comme je voulais sans avoir peur d'être jugée de ce qu'on allait penser de moi et c'est pour ça, en fait, que j'ai mis en place tout ça et très rapidement, j'en ai parlé parce que pour moi, c'était important de le vivre comme ça et pour la première fois, j'ai dépassé toutes ces peurs-là et donc pour moi, il y avait cette idée de renaissance et que ça avait un sens. C'est pas pour rien que je vivais ça, que j'avais à vivre ça et que, si je décidais que ça se passait bien, ça allait bien se passer et j'ai décidé que j'allais guérir à la fin, que, voilà, il y a des choses à mettre en place et ce documentaire-là, j'ai justement vu une femme qui expliquait, hem, qui avait une tumeur au cerveau
et qu'elle avait mis des choses en place comme ça dans sa vie et la manière dont elle parlait, ben, en fait, ouais, c'était ce que je ressentais moi. Donc je me suis dit: «Tu pas folle, tu pas folle ma fille, tu peux» alors bien sûr, j'en parlais pas forcément, mais pour moi, j'avais cette conviction intérieure et je me suis dit: «Il y a d'autres personnes qui ont eu ce cheminement-là, qui ont voilà, appréhendé la chose comme ça et puis, ça s'est bien passé pour elles. Donc moi, je vais faire pareil». Et j'ai beaucoup travaillé du coup, sur mon corps physique. Voilà, ça a été la suite en fait du cheminement et avec le préparateur physique là que j'avais appelé, et ben, il m'a, montré que je pouvais faire de l'activité physique malgré les traitements, que j'étais quand même fatiguée, qu'on a un corps qui est alors que j'étais pas sportive du tout, du tout, du tout. Je faisais pas de sport, mais j'ai appris qu'on pouvait générer aussi, je savais, mais qu'on pouvait générer sa propre énergie et donc il m'a appris à marcher parce que oui, on apprend à marcher. Il m'a appris à marcher, j'ai beaucoup travaillé sur des respirations spécifiques aussi, pour pouvoir oxygéner un maximum mes cellules, pour pouvoir non seulement récupérer des traitements, pouvoir aussi éliminer, toutes les toxines qu'on te met dans le corps du coup, hein, aider ton foie à se débarrasser de tout ça, mais aussi oxygéner les cellules pour que, ben, les cellules saines, elles morflent pas trop quand même, que tu puisses, voilà donc ouais et c'est là aussi que j'ai découvert, tout ce qui était méditation, tout ce qui était, visualisation, ça j'ai beaucoup fait aussi. Mais ce sont des formes de méditation où en fait je me promenais dans mon corps et j'allais visiter un peu toutes les cellules de mon corps. Je faisais ça en fait et parce que très tôt aussi j'ai une thrombose, je fais une thrombose aussi avec la pose du PAC, où voilà, ça s'est bouché au niveau de mes veines, donc j'ai été sous anticoagulant, tout le long de mon traitement pendant 5 mois. Tous les matins, j'avais une piqûre d'anticoagulant. C'est pas top, mais ouais, j'ai vécu avec quand même et donc j'allais visiter, mes veines, je les voyais en bonne santé, j'allais visiter ma tumeur. Ma tumeur aussi, je lui parlais. J'ai aussi, c'est ça aussi, j'étais pas contre elle. Ce que je faisais, j'étais pas en combat contre elle. J'ai très tôt aussi accepté qu'elle soit là. Je me disais: «OK, on va faire un bout de chemin ensemble». J'avais aussi je me disais: «Je peux pas être en lutte, c'est moi qui l'ai fabriquée cette tumeur, donc je peux pas la combattre, c'est comme si je me combattais moi-même». Donc j'ai accepté, elle était là pour une raison. On s'est dit: «On va faire un bout de chemin ensemble» et puis un jour, ben, elle s'en ira. Voilà, c'était ma démarche, en fait. Donc voilà, beaucoup tout ce qui est méditation, visualisation, j'ai beaucoup fait. Me visualiser aussi en santé, de qui je voulais être, en fait, après cette expérience de maladie. Donc je m'imaginais comment j'étais, comment je serais habillée, heu, comment je serais, enfin, toi, comment je pourrais rayonner, comment voilà, tout ça, j'ai beaucoup fait C'est génial ce que tu partages par rapport au fait et justement de comment je peux être pour tout ce que je veux, au lieu d'être contre tout ce que je veux pas. Et c'est vrai oui que et l'énergie n'est ça pas la change. même. Ouais, complètement. Exactement. Et on dit souvent que le l'énergie du patient et la volonté du patient, c'est 90 du job. Et là, justement, cette psychologie et comment, bah, le patient déjà prend ses décisions, fait des choix, dans quelle dynamique il se met pour justement accompagner tout ce processus médical. Parce que assurément que voilà, la médecine est formidable et fait beaucoup pour nous guérir quand même, c'est un peu le but du jeu. Mais comment Ouais, justement on accompagne tout ça et c'est vraiment top que justement tu puisses, partager le fait de, bah, à quoi ça t'a ouvert chez toi déjà, dans toutes ces perceptions, dans vraiment cette réconciliation du corps et justement ne pas te ouais, voir comme, quelqu'un de diminué, quelqu'un de malade, quelqu'un en fin de vie quelque part
mais au contraire d'être vraiment dans cette renaissance de comment je reprends possession de mon corps, comment je reprends possession de ma féminité, comment j'ai envie de me reconstruire, comment j'ai envie d'être. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette que tu partages ça. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, pour le petit clin d'œil, tu corresponds à peu près à ce que tu t'étais imaginé quand tu étais dans... Ouais, Ouais, super! Quand tu étais dans cette perception-là, ouais, je trouve ça vraiment beau, justement, d'être vraiment là-dedans. Et je pense que l'on soit malade ou pas, en fait, c'est quelque chose, une invitation, en tout cas, qui nous est faite à tous, de justement se rechoisir, se ouais, re-aimer, à se redécouvrir, pas dans toutes nos phases de vie, dans des choses qui viennent nous chercher au quotidien. Alors parfois, effectivement, avec plus de violence et avec plus d'appui, en tout cas. Mais dans tout ce qui peut nous arriver au quotidien, ben, de comment je m'aime au final, parce que je crois que c'est complètement ça. Alors, ce que tu partages, ça me fait penser c'est au ça. livre Notre vie commence le jour où on apprend qu'on Mm. n'en a qu'une. Enfin, je sais plus exactement le titre Oui. du livre, mais je pense qu'il est très connu par à tout le monde. Et c'est vraiment Mhm. ça, comment toi, tu as décidé finalement d'honorer cette deuxième vie, cette deuxième chance quelque part que tu t'offres d'être pleinement toi-même cette fois-ci et de t'aimer C'est ça. tel que tu es avec toutes tes spécificités, toutes tes particularités. Je trouve que c'est un bel exemple justement par rapport à ton fils qui voilà, avait du mal avec lui-même Mm. dans tout ce qui lui appartient, dans tout ce qu'il est, de voir que bah ouais, maman aussi elle peut être différente, maman aussi elle peut avoir des choses qui viennent la chercher profondément et comment maman, elle arrive à faire les choses pour elle, pour que peut-être, bah, moi, j'arrive à mieux gérer ça pour moi aussi. Je trouve que Oui. c'est beau, en tout cas, ce que tu offres comme ça à tes enfants, ce que tu t'offres à toi déjà Mhm. avant tout, et puis ce que tu offres aux femmes à travers cette interview. J'espère vraiment que voilà, ça vous parle. J'espère vraiment que ça pourra vous inspirer par rapport à la dynamique que vous avez envie de donner à votre vie et puis à comment aussi, quelque part, on a le droit de se définir et de se redéfinir en tant que femme, parce que comme tu le partageais tout à l'heure, être une femme, la féminité de façon générale, ça peut avoir que, voilà, des codes, des normes. Est-ce qu'il faut forcément porter des talons hauts? Est-ce qu'il faut forcément Mm. être maquillée? Est-ce qu'il faut forcément avoir les cheveux d'une certaine façon, etc. par rapport Mm. aux publicités, par rapport à tout ce qu'on peut projeter de façon très normalisée, de façon très sexualisée, même dans la société de façon générale, et de quoi ben, moi j'ai envie d'être en fait, et que peut-être que j'ai les cheveux courts, peut-être que le maquillage c'est pas mon truc, j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin, j'aime pas ça, peu importe. Peut-être que les robes, et ben j'aime pas. Peut-être que bah, j'ai pas trop de poitrine et que bah, pour autant j'en suis pas moins femme en fait. Et de comment Mm. je me définis et comment je me trouve belle. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se trouve belle, les autres nous regardent différemment parce qu'on a ce rayonnement qui, bah voilà, quand on se tient tout courbé, quand on s'habille toujours en noir, quand on est plutôt dans le je me cache plutôt que je me mets en valeur, l'énergie, encore une fois, est pas du tout la même. Et je trouve que quand il y a une maladie qui vient nous chercher, alors peut-être particulièrement celle-là, mais d'autres assurément Ouais. aussi, et puis d'autres événements que l'on peut vivre bah, dans notre vie de femme particulièrement, c'est vraiment ça qui vient nous chercher sur comment j'ai envie de me définir, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi ou pas d'ailleurs, et comment je m'aime dans tous les cas, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré et voire même grâce, comme tu le disais. Parce que je trouve que Mm. c'est vraiment ça, que ce qui nous arrive des fois sur les maladies ou peut-être même sur les événements, voire même les relations des fois, qui viennent vraiment appuyer très fort et mettre le doigt sur bah, là où on n'a pas envie de regarder justement, sur Mm. nos ombres, sur les choses qu'on a tendance à planquer un petit peu sous le tapis. Et bah, comment là, ça nous demande bah, de venir mettre en lumière tout ça parce que comme tout un chacun, on a voilà, notre partie, on va dire, moins éclairée, et puis notre partie rayonnante. Et comment justement on demande d'aller mettre beaucoup d'amour et beaucoup de lumière dans toutes les choses qu'on n'aime pas, dans toutes les choses que l'on n'a pas envie de regarder. Et je trouve ça vraiment beau que voilà, tu fais tout ce processus-là et que Mm. ce soit quelque chose d'ailleurs que tu permettes aux femmes aujourd'hui, parce que si je t'invite à, voilà, à le partager si tu en as envie. Mais du coup, tout ça, Mm. ça t'a amené à, au-delà du fait de, voilà, de partager ça, parce qu'encore une fois, c'est tellement important et je te remercie vraiment parce que je sais que c'est pas toujours facile au-delà du fait d'en parler pour dire que voilà, ça peut être un début d'autre chose, de comment, comment ça se passe et puis comment,
comment toi tu as pu faire tes propres choix et comment en ayant eu cette expérience-là et ce vécu-là, et ben aujourd'hui tu accompagnes les femmes à être dans la proposition de ce cheminement et de choisir ce qui finalement est bon pour chacune, que chacune puisse avoir ce pouvoir-là sur elle, de choisir ce qui lui parle et de vraiment participer activement à sa propre renaissance. Comment du coup tu as Mmh. réussi quelque part à transcender la maladie, non seulement déjà pour être en rémission, et ça je pense que c'est une grande fierté et une grande joie pour toi et je suis vraiment heureuse de ça, que du coup tu aies pu te permettre ça aussi et comment tu le permets aujourd'hui aux femmes que tu accompagnes? Bah, c'est vrai que du coup, ça a mis, la lumière sur le fait que, on a tous en nous une force comme ça. Parce que moi, je me considérais pas comme une femme très forte, hein. Je suis quelqu'un de très sensible, qu'on a toujours dit sensible, réservé, Mmh. du coup timide, enfin, tu vois? Et je pense, sincèrement, tu penses pas que tu peux relever des défis comme ça, quoi. Et j'ai découvert que, mais oui, on avait cette force-là en nous. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, au bout à peine de 2 mois de traitement, de chimiothérapie, la la tumeur était plus palpable, heu, à l'examen clinique. Et mes médecins étaient même obligés d'aller rouvrir mon dossier pour voir où est-ce qu'elle était exactement là, parce qu'ils la sentaient plus, déjà. Et puis à l'IRM de contrôle, à la fin de la chimiothérapie, avant l'opération, il y avait plus de traces de rien. Plus de traces de tumeur, plus de traces de tissu cicatriciel, il n'y avait plus rien. Donc j'ai été quand même opérée. On m'a enlevé quand même la partie, du sein parce que voilà, on suit le protocole, c'est parti en analyse. En effet, il y avait plus rien et derrière, du coup, on m'a proposé des rayons, hein, pour aseptiser la zone et tout. Là, ça a été difficile à accepter les rayons. Mmh. Parce que je comprenais pas, je me disais là, ça a été le premier tiraillement, entre ce qu'on me propose, la médecine allopathique, d'aller jusqu'au bout et moi je me disais: «Mais ça sert à rien de toute façon parce que j'ai plus rien» et dans ma tête, c'était clair que c'était fini et il a fallu quand même quelques semaines avant que j'accepte. J'ai accepté les rayons déjà aussi pour ma famille parce que pour eux, c'était important aussi, ça les rassurait que je fasse ça et puis après je me suis dit: «Bon, écoute, tu as passé, 5 mois de chimio avec, presque pas d'effets secondaires, ça s'est relativement bien passé, tu as continué à être active, tu as eu une belle énergie». Ben, je me suis dit: «Bon, bah, d'accord, je vais faire le protocole en entier. Je vais passer par tout ce que passe une femme, qui est traitée pour un cancer du sein, de manière classique et je vais montrer que du coup, on peut tout traverser comme ça et que ça peut très bien se passer» et voilà, c'est ce qui est arrivé et puis, donc, ouais, j'ai mis en place d'autres techniques pour les rayons et j'ai presque pas été, brûlée. Enfin, j'ai vraiment ça s'est très, très bien passé aussi, mes rayons. Donc j'étais déjà dans cette démarche-là je me suis rendue compte aussi après du coup, parce qu'entre-temps, en même temps que j'étais, sous traitement, en fait, j'ai commencé à, avec le préparateur, physique avec qui je travaillais, il m'a proposé de raconter cette histoire-là et on a monté un projet collaboratif qui s'appelle, l'expérience du cœur, hein, et qui a fait aussi que toute l'année dernière, j'ai fait, plus d'une centaine de conférences, en live pour parler de ces sujets de la santé. On a des heures, puis c'est des conférences qui durent au minimum 2 heures, hein, entre 1 heure et demie, 2 heures et demie. Et voilà, après j'ai eu des contacts aussi avec des médecins, notamment un médecin, le docteur Ilyes Barli qui est de renommée internationale en médecine orthomoléculaire et en accompagnement neuro-émotionnel et en nutrition aussi. Et je me suis aperçue qu'en fait, tout ce que j'avais mis en place, c'était des choses qui existaient déjà, qu'on avait du recul aussi et d'un point de vue scientifique, ce sont des choses qui fonctionnaient et voilà et ça s'expliquait en fait, ce que j'avais mis en place intuitivement. Donc je me suis rendue compte que moi, ce que je pensais être assez banal, ce que j'avais fait, puisque j'avais pas voulu lire non plus sur le cancer,
Mais je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas cette chance-là, qu'il y avait beaucoup de femmes qui gardaient énormément de séquelles de la chimiothérapie, de douleurs neuropathiques. C'est énorme. Que aussi, d'un point de vue statistique, il y a beaucoup de couples, de familles qui explosent à cause de la maladie. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles aussi, parce que c'est pas vrai qu'on peut reprendre sa vie d'avant. On aimerait bien, mais c'est pas possible, parce qu'on est différentes. Et il y a des choses qu'on va changer dans notre vie, donc il y a aussi cette reconversion professionnelle, cette nouvelle compréhension qui s'ouvre. Et je me suis rendu compte qu'en racontant mon histoire, que je pensais banale, bah, ça inspirait des gens. Et que par ricochet, il y avait des gens qui m'ont appelé plusieurs mois après m'avoir entendu, qui m'ont dit qu'elles avaient fait des changements dans leur vie. Donc, tu vois. Et donc, petit à petit, j'ai assumé cette part-là et j'ai fait évoluer les accompagnements que j'avais concentrés plutôt sur le haut potentiel. Bah, du coup, j'ai analysé un peu ce que j'avais mis, moi, au point, ma méthode à moi. Et maintenant, du coup, j'ai accepté cette part de moi et d'accompagner des femmes qui ont subi un accident de santé. Parce que là, on parle du cancer du sein, mais en fait, toutes les maladies, toutes les personnes qui sont malades traversent les mêmes phases que l'on peut traverser sur un cancer du sein. En fait, c'est pareil, hein. Les messages sont les mêmes. Et donc, voilà, c'est ce que je fais maintenant, en fait. J'accompagne plus particulièrement les femmes qui ont vécu un accident de santé. Ça peut être aussi un événement traumatique ou de la dépendance affective. Et bah, je les aide à renouer, en fait, avec la personne qu'elles sont, puis à retrouver cette joie et puis cette légèreté dans la vie. Voilà, c'est ça que je fais. Je trouve ça beau, je trouve ça vraiment beau que tu te mettes quelque part au service d'autres femmes qui traversent ça, parce que comme on le disait, alors toi, tu as eu la chance d'être vraiment bien accompagnée au niveau médical, que voilà, d'avoir une certaine compréhension, une certaine finesse, etc., ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, voilà, je ne veux absolument dénigrer personne, mais on Non. sait que parfois les médecins peuvent être un peu abrupts et ne pas avoir justement cette écoute et puis ce degré de finesse dans l'accompagnement, dans le fait de prendre le temps, et puis dans les mots qui parfois sont un peu violents. Voilà, c'est leur métier, ils font ça tous les jours, mais bah, nous, c'est nous et puis c'est notre vie. Donc on n'a pas cette habitude-là. Et c'est vrai que c'est important, comme je te le disais, et j'en suis vraiment intimement convaincue, et c'est un peu le pourquoi de notre échange aujourd'hui, de, il n'y a rien de mieux pour moi que des femmes qui sont déjà passées par une expérience telle qu'elle soit pour accompagner d'autres femmes qui aujourd'hui passent par là, dans tous les questionnements qu'on peut se poser, dans les choses qui parfois sont peut-être pas très glamour ou qu'on n'oserait pas Non, parler. le pratico-pratique, tu sais, Complètement. ça se passe comment quand j'ai mes ongles qui deviennent tout noirs là et qui sont prêts à tomber Ouais, comme tu le dis, ça se passe comment quand j'ai des aftes plein la bouche ça se passe comment quand... complètement. Ouais. Complètement. Et puis dans tout ce qui est, comme tu le disais, par rapport aux relations de couple, par rapport Ouais. aux enfants, euh, Ouais. comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est important aussi de le souligner. Il y a des familles qui volent en éclats, effectivement, quand il y a des fois ça fait trop. Et encore une fois, il y a pas à juger. Mais c'est vrai que peut-être Non, qu'un conjoint ne se sentira pas d'accompagner sa femme, ou peut-être que ça va être trop violent par rapport à lui, par rapport à ses propres peurs, etc. c'est Et puis ça. peut-être que pour les enfants, alors en fonction de peut-être leur âge aussi, et puis de la conception qu'ils peuvent avoir de la maladie, leur rapport à la mort, à la vie, tout ça. C'est vrai que c'est des Mm. choses que l'on ne maîtrise pas. On a déjà du mal à le maîtriser pour soi. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous entourent, c'est complètement autre chose. Et comment j'arrive, moi, à pas me lâcher la main, euh, malgré Ouais. voilà tout ce qui peut se passer autour de moi, malgré le soutien des fois que je n'ai pas, quand j'ai un peu toute ma vie qui se casse la figure autour de moi, et puis que moi je sais pas comment je vais réussir à m'en sortir, et que j'ai beau faire tout ce que je peux de mon point de vue, quelque part on n'a jamais aucune garantie. Comme tu le Non. dis, il y a des protocoles qui sont proposés, il y a un certain nombre de choses voilà, par lesquelles il nous est proposé de passer pour en tout cas faire le mieux pour nous. Mais au final, on ne sait pas. Avant d'avoir les tests à l'issue de certaines étapes, on ne sait pas.
On ne sait pas comment notre corps va réagir au traitement. On ne sait pas si ce qui nous est proposé va être accepté ou pas. On ne sait pas si on va rechuter ou pas. Parce que c'est vrai, il y a toujours cette joie quand on est en rémission de se dire: «Ça y est, j'ai réussi et je vais bien». Mais il y a des fois, et ben, ça dure pas. Il y a des fois, il y a des rechutes. Il y a des fois, c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on le pensait. Et donc ça, c'est Mmh. important d'avoir des personnes comme toi, qui partagent tout ça. Et puis, comme on disait, par rapport aux choix médicamenteux, par rapport aux opérations, par rapport au fait de se faire reconstruire ou pas, quand des fois c'est quelque chose qui nous est proposé, d'être vraiment dans ce choix très personnel, de ne pas faire les choses pour les autres, mais de le Ouais, faire c'est ça. vraiment pour soi et de se dire: Ouais. «C'est voilà, qu'est-ce que je choisis fondamentalement pour moi?» Et je trouve ça vraiment génial d'avoir des personnes comme toi qui, du coup, témoignent de ça parce que c'est important et puis parce qu'il y a pas mieux placé pour le coup que toi, pour en parler et pour accompagner ces femmes qui, ben, doivent se poser, tout un tas de questions et puis comme tu le dis, là, c'est vrai qu'on parle particulièrement de cancer du sein, Mmh. mais il y a tout plein de choses d'autres qui peuvent se passer et c'est vrai que, bah, quand on n'est pas passé par là, il y a des fois, on n'a pas le même, degré de compréhension de ce qui peut se passer vraiment, bah, dans Mmh. notre cœur et dans notre corps. Donc, merci pour ça en tout cas, merci pour ce partage-là. Qu'est-ce que tu Mmh. aimerais, justement livrer comme message peut-être, alors particulièrement aux femmes qui, aujourd'hui, passent par cette épreuve-là, de messages de, bah, justement pas se lâcher la main et de messages d'espoir aussi, de se dire qu'il y a pas ce côté, fataliste et que Mmh. aujourd'hui, d'avoir ce diagnostic de posé, ça veut pas forcément dire que c'est fini et que, ben, on soufflera pas notre prochaine bougie. C'est ça. Bah, c'est, ce que je me suis aperçue aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont venues à moi, ben, voilà, suite à tout ce que j'ai partagé. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, l'important, c'est pas forcément, qu'on guérisse ou pas. Heu, Au final, il y a des personnes que leur vie va s'arrêter là, il y en a d'autres, elles vont être en rémission, il y en a d'autres, elles vont rechuter aussi. Hem Ça, voilà, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais, ce qui est pas normal par contre, c'est de vivre dans la peur. Ça, c'est pas normal. De vivre dans la peur même du suivi après que l'on a, hein, quand on est en rémission, avoir peur à chaque fois que vous allez passer votre scanner de contrôle, vos examens de contrôle, non, ça c'est pas normal en fait. Hem et vous avez le droit d'être heureuse aussi parce qu'il y a des femmes qui me disent: «Mais j'ai pas le droit d'être heureuse, je suis suivie pour un cancer, si les gens comprennent pas quoi, que je rigole, que je m'amuse». Mais si, qui c'est qui a dit qu'on pouvait pas être heureuse en ayant une maladie grave? C'est, voilà, c'est reprenez, osez reprendre votre responsabilité par rapport à votre santé, par rapport à votre corps. C'est vous qui avez, la décision là-dessus. Quels que soient vos choix, que ça semble, on s'en fiche de ce que les autres pensent, c'est, à partir du moment où en fait vous allez être en accord avec vous-même, c'est d'être honnête avec soi, de pas se mentir, hein. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, vous allez voir aussi que dans votre vie, tout va se mettre en place pour vous accompagner et même les gens qui sont autour de vous, peuvent switcher aussi de comportement. C'est, voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai appris, hein. Il y a une question aussi de spiritualité là-dedans, hein, mais voilà. Mais c'est réel en fait et ouais. Aimez-vous en premier lieu et soyez fiers de qui vous êtes, et du chemin que vous faites. Il y a pas non plus un chemin qui est mieux que l'autre. C'est, autorisez-vous à vivre comme vous l'entendez et puis, voilà, vous allez voir qu'il y a plein de choses merveilleuses en fait qui peuvent s'ouvrir à vous. Voilà. Quels conseils tu pourrais donner, des petits trucs comme ça qui toi t'ont aidé quand, bah, justement, ça allait pas?
J'avais toujours, voilà, en fonction de ce qui se passait, je savais que je pouvais appeler une amie qui allait me redonner le moral parce qu'elle a tellement de dynamisme qu'il suffit qu'elle décroche, que je l'entende pour que voilà, tout de suite elle me rebooste. Et puis je pouvais aussi lui dire quand ça allait pas. J'avais des amis que je pouvais appeler et leur dire ce qui m'arrivait. Elles étaient en capacité de l'entendre. Ou j'ai beaucoup aussi utilisé la technique de je me mets dans ma bulle. Ou, en fait, c'est trouver toutes des techniques qui vous remettent de la joie dans le cœur. Donc, j'ai beaucoup écouté de musique, par exemple. Voilà. À chaque fois que j'arrivais au CHU pour un traitement, pour une chimiothérapie, j'imaginais que j'avais une bulle autour de moi. Comme ça, je n'étais pas trop impactée non plus par tout ce que je pouvais voir dans les salles d'attente, par les émotions des autres que l'on capte. Je me mettais dans ma bulle comme ça, je respirais profondément, voilà, une certaine respiration profonde. Et puis après, dès que j'arrivais dans la chambre, en attendant que mes traitements arrivent, je mettais de la musique que j'aimais bien. Je m'étais fait une playlist vraiment de musique qui me transporte, qui me donne de la joie, du peps. Et voilà, j'écoutais de la musique comme ça. Et il y a plein de techniques. Et puis beaucoup de méditation aussi quand ça allait pas. J'ai eu des beaux messages pendant mes méditations. Ouais. Merci pour ça en tout cas. Comment on fait du coup aujourd'hui, Odile, s'il y a des personnes qui sentent cet appel-là, qui ont besoin de soutien ou peut-être juste de parler, qui auraient envie d'échanger avec toi, de quelle manière c'est possible? J'ai un site internet, voilà, odilelode.com et je suis présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube et puis sur Facebook, plus particulièrement sur mon profil perso. Et je me suis décidée aussi là tout récemment à créer un groupe privé Facebook, justement, un groupe de soutien qui est totalement privé, qui est visible de personne à part des personnes qui sont sur le groupe. Pour justement autoriser et libérer la parole, que les femmes puissent venir s'exprimer. Et puis là, je partage vraiment ce que moi j'ai pu mettre en place. Et c'est un groupe comme ça, en toute simplicité, un groupe de soutien qui s'appelle la tribu d'Odile, voilà, tout simplement. Écoute, je ne manquerai pas en tout cas de mettre tous ces liens sous la vidéo, comme ça si ça vous parle, si vous avez envie de partager, si vous avez envie d'avoir du soutien, si vous avez besoin d'avoir un espace qui vous soit dédié, sans visibilité plus que ça, en tout cas en toute intimité et avec beaucoup de bienveillance. Je vous invite à vraiment pas rester seul, parce que je pense que c'est ça qui est peut-être le plus difficile quand on est confronté à la maladie, c'est d'être dans cette solitude, d'être dans cette incompréhension. Et là, pour le coup, vous aurez la possibilité d'être entouré de femmes qui ont traversé ou qui traversent les mêmes épreuves que vous, et qui du coup, voilà, il n'y a pas de jugement. Et puis, il y a surtout beaucoup de soutien, donc assurément, ça ne peut vous faire que du bien. Je te remercie vraiment beaucoup, Odile, avec une grande sincérité. C'est moi, Anne-Claire, de m'avoir donné la parole. Pour moi, c'est important. Et je sais que ça va rayonner, en fait. Et si vous tombez sur cette vidéo-là, on dit il n'y a pas de hasard. C'est que c'est fait pour vous et que vous êtes prête. C'est possible. Tirez-en en tout cas le meilleur pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie d'aller plus loin, encore une fois, n'hésitez pas à vous diriger vers Odile. Je vous souhaite assurément le meilleur, quel que soit là où vous vous trouvez aujourd'hui. Ne vous lâchez pas la main. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Dites-vous que toutes les tempêtes qui peuvent passer dans votre vie ne sont pas là juste pour vous pourrir la vie, mais que parfois c'est pour faire du tri, balayer ce qui a besoin de l'être, et puis surtout vous retrouver vous retrouver en tant que personne qui mérite d'être en vie, qui mérite d'être aimée, qui a surtout besoin déjà d'être aimée pour vous-même en premier.
et que c'est à vous de définir l'humaine et la femme que vous avez envie d'être, que vous êtes très belle telle que vous êtes et que si vous n'avez plus de cheveux momentanément, et ben, peut-être que vous pouvez imaginer la magnifique couleur de cheveux que vous pourrez vous faire quand ça sera possible après. Comme le disait Odile, imaginez-vous comme celle que vous avez envie d'être et commencez à être actrice de ce changement-là et de cette construction de la personne que vous avez envie d'être. Parce que vous méritez d'être heureuse. Mais avant tout, c'est important que vous preniez soin de vous. Et puis que vous le décidiez, que vous en soyez intimement convaincu qu'il y a plein d'autres choses qui sont encore possibles pour vous. Merci vraiment du fond du cœur, Odile. Je vous souhaite une magnifique journée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour un prochain témoignage ou une prochaine interview. Bonne journée à tous.